Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends le mot ancre, la première chose que je vois, c'est le tatouage d'une ancre de bateau. Pour les gens qui ont beaucoup de tatous, le symbole de l'ancre est en quelque sorte un passage obligé. C'est tellement populaire que ça doit être parmi le top 3 des dessins que se font demander les artistes tatoueurs. Mais qu'est-ce qu'on a donc à vouloir se faire tatouer des ancres comme ça? Bien d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les tatouages traditionnels sont arrivés en Europe par bateau et qu'ils ont été enseignés aux marins européens par les peuples autochtones des îles du Pacifique. À l'origine, on utilisait de la poudre à canon et de l'urine à la place de l'encre. À cette époque-là, les tatouages servaient surtout de journal de bord pour les marins, comme une sorte de rappel des endroits qu'ils avaient visités et des exploits qu'ils avaient accomplis. Et un tatouage d'encre de bateau, ça se méritait. C'était réservé aux marins qui avaient réussi leur traversée de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, on a évidemment tous et toutes le droit de se faire tatouer une encre de bateau si on veut. Comme une genre de petite amulette qu'on traîne partout avec nous et qui nous rappelle d'où on vient et l'importance d'être bien ancré, mais qui nous encourage aussi à lever l'ancre de temps en temps pour partir vers l'inconnu. Ça, c'est peut-être pas une encre de bateau, mais c'est aussi une forme de rappel qu'avec un bon ancrage, on peut grandir et s'épanouir tant qu'on veut. Que c'est nos racines qui nous permettent d'aller aussi loin qu'on veut et de toujours avoir un endroit en nous où on peut rentrer et se sentir à la maison. Aujourd'hui, ce magnifique petit sapin et moi, on vous invite chaleureusement à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de notre communauté. J'ai toujours joué avec des tissus. J'ai le souvenir d'une tante qui m'avait offert un mannequin. Puis moi, je prenais des tissus, je l'épinglais pour faire des robes. J'habillais plus souvent mes poupées que ce que je jouais avec. Moi, je viens des Alpes à la base. Je suis née dans les Hautes-Alpes en France. J'ai vraiment découvert le fleuve en venant m'installer en Gaspésie. Quand je ne vois plus le fleuve, on dirait qu'il me manque quelque chose. Fait que ça, c'est un lien que j'ai créé, on dirait, au fur et à mesure du temps où je me suis installée ici. Je suis dans mon nouvel atelier, puis j'ai un mur de fenêtre qui est face au fleuve et face au phare de la Martre. Fait que j'ai un magnifique panorama sur le fleuve dans mon atelier avec beaucoup de lumière. Je m'appelle Julie Lacroix, je suis artiste et artisane textile installée en Gaspésie. Mon travail a commencé vraiment, véritablement avec Tissons des liens. Donc, c'est l'association que j'ai créée il y a 10 ans. C'était une association qui avait pour vocation d'aller découvrir les artisans textiles dans différents pays. Donc, je suis partie pendant 1 an et demi entre la Nouvelle-Zélande et l'Asie du Sud-Est. Le but, c'était vraiment d'aller découvrir tout ce que je pouvais lié au textile. Je suis partie en Nouvelle-Zélande, en Malaisie, en Indonésie, au Vietnam, au Cambodge, au Laos. Moi, si j'ai une tente au sommet d'une montagne, je pense que je suis la plus heureuse. J'ai pas besoin d'un hôtel 4 étoiles. Bon, si on me rajoute une fondue au fromage et un petit verre de vin rouge... Le premier voyage où je me suis retrouvée un peu de fil en aiguille, embarquée dans une aventure, j'avais 18 ans, puis c'était le jour de mes résultats du bac. Fait que là, si jamais j'avais pas mon bac, ma mère voulait que je revienne, mais moi j'avais vraiment pas envie de revenir, fait que je devais avoir mon bac. Je suis comme partie avec un regroupement de jeunes de ma région en France pour aller au Maroc. À un moment donné, on était perdus au milieu de nulle part, on avait perdu beaucoup de temps dans la ville d'avant, fait que là on savait pas trop où dormir. On a été hébergés dans une station-service, mais on était 15 jeunes. On a tous dormi à la Belle Étoile sur la terrasse. Il y avait beaucoup de cafards à l'intérieur.
Ça nous a fait une grande leçon de vie à cet âge-là de partager en fait le quotidien de ces gens avec beaucoup d'humilité et puis beaucoup de partage. Je pense que ça a été la première étape où par la suite après ça, il y a eu cette volonté en fait d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres partages. Le partage, je pense que c'est un des éléments qui me tient vraiment à cœur. Une des choses, j'ai l'impression, qui est importante pour moi, c'est le lien multigénérationnel. On dirait que j'aime les personnes âgées qui me racontent leurs histoires, qui me racontent leur chemin de vie. J'ai envie de connaître toute cette tradition du textile qui raconte aussi l'histoire du Québec, puisque grâce aux fermières, il y a vraiment une transmission, mais aussi ça raconte un savoir-faire. Je suis spécialisée en tricot à la machine et en tissage, mais essentiellement en tricot, c'est ma passion première, la maille. Je m'inspire vraiment du territoire en allant faire de la cueillette. Je cultive aussi des fleurs pour faire de la teinture. Je tricote des matières naturelles, comme beaucoup le lin, la fibre de lin, que je teins aussi beaucoup à l'indigo, mais avec d'autres fleurs. Puis moi, j'ai vraiment un attrait pour les fibres non conventionnelles. Si on me dit qu'une fibre va être compliquée à tricoter, ben, je vais foncer droit dans l'utilisation de cette fibre-là. Puis je trouvais ça intéressant de venir filer mes racines. Fait que là, je gardais toutes les racines de mes plantes, puis j'essayais de les filer, associer avec mon lin pour avoir un fil. Fait que des fois, je trouve que c'est un peu débordant, là, mes expérimentations. J'ai tout le temps tout ce qui peut me passer sous la main, qui peut ressembler à un fil. J'embarque dedans pour faire des expérimentations. Fait que des fois, ça donne des choses intéressantes, mais pas tout le temps. Moi, à la base, j'ai jamais fait de jardin. Fait que là, depuis que je suis arrivée en Gaspésie, c'est la première fois que je cultive. Et là, j'ai fait ma première récolte de lin. On dirait que c'est aussi les prémices d'une nouvelle histoire, parce que peut-être qu'à un moment donné, je vais cultiver une plus grande parcelle, transformer peut-être cette fibre-là pour arriver jusqu'à un fil que je vais pouvoir utiliser. Fait que être ancré, je dirais, c'est vraiment de se sentir bien là où on est. On dirait qu'à un moment donné, je voyais mes racines, mais elles étaient grandes comme un pouce. Puis dernièrement, je pouvais observer que ça s'implantait progressivement. C'est vraiment l'endroit où je me sens le plus ancrée, puis où j'ai envie de m'enraciner. La Gaspésie, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Il y a un de nos amis qui est un vétéran de la marine. Puis un soir bien arrosé, il nous a donné une horloge, qu'il avait acheté pendant ses voyages. L'horloge fonctionne pas. Mais il me l'a pas dit quand il me l'a donné. Ça fait qu'il me donne une horloge, je mets ça dans la maison, ça se met à sonner n'importe quand la nuit. Puis là, j'étais pas capable d'arrêter. Tu sais, les anciennes horloges que tu crains, ça fait qu'il y avait un bon tong, tong, tong. Un moment donné, je pogne des nerfs, j'ai dit à Cameron, sors-moi ça de la maison, je veux plus cette horloge-là. Il la met dans le café et l'horloge marche. L'horloge tient à l'heure et l'horloge marche. Ça fait qu'on s'est tout le temps dit que dans cette horloge, il y a un capitaine qui a trouvé sa place dans notre café. C'est étrange comme ça. Ça fait que cette horloge-là a voyagé partout pour se ramasser ici et fonctionner. On a parti le café l'année passée au mois de mai. Vu que moi, je reste à Saint-Séverin puis que mes racines sont ici, je viens d'ici, on voulait que la maison ait une petite touche de la Nouvelle-Zélande pour rappeler de où que Cameron vient. Dans le fond, le mot « koru », c'est un mot maori qui veut dire « renaissance ». Je pense que quand on rentre dans la maison, ça nous permet de renaître un peu puis de se redonner un temps. Des fois, je dis ça au monde, je dis « laissez ici ce que vous voulez plus puis repartez avec quelque chose de nouveau. Donnez-vous la chance d'un nouveau départ ». Je m'appelle Isabelle. J'ai démarré Maison Koru avec mon copain Cameron Olson. Moi, je suis né en Nouvelle-Zélande. Puis on était tous des musiciens dans ma famille. Je voulais venir en Amérique du Nord, mais ça ne m'intéressait pas d'être dans la culture anglaise, en fait. Je voulais quelque chose de différent. Puis c'est là que j'ai vu le film Jésus de Montréal. Puis ça m'a attiré beaucoup.
Alors, 3 semaines plus tard, j'étais parti. J'avais 40 $ dans ma poche. Quand j'ai acheté ça, ce que je cherchais, c'était un atelier pour fabriquer des bateaux. Mais c'est elle qui portait l'encre. Oui, puis j'aime pas être sur l'eau. C'est bizarre, pareil, que j'ai une encre, là, parce que j'ai quand même peur de l'eau. Moi, je suis native de Saint-Séverin. Mes parents restent 2 maisons ici en bas. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents viennent du village. Ça fait que mes racines sont ici. J'ai pas voyagé vraiment. Ça fait que c'est impressionnant. Surprenant que j'aie rencontré Cameron parce que ma vie elle s'est faite pas mal tout le temps ici à Saint-Séverin. J'ai une formation en hypnose, en développement personnel. Puis Cameron est naturopathe. On voulait faire des consultations avec un bon petit café et des collations. Puis à partir qu'on a fait les repas, ça l'a fait fou. Avant qu'on démarre ça, je me suis inscrite à un groupe de femmes entrepreneurs qui s'appelle les Paillettes. Puis on s'entend, là, je suis pas paillette tant que ça. Mais j'avais de quoi qui m'attirait là-dedans. Puis ces filles-là m'ont aidé à dire, si tu veux plaire à tout le monde, tu vas plaire à personne. Fais-le aux couleurs de toi puis Cameron, mais à fond, là. On s'est fait donner de la vaisselle, on s'est fait donner des chaises, des tables, des lampes. En 2017, je me suis fait appeler par une compagnie de production qui faisait la mission La Vraie Nature. Ils cherchaient une chaloupe. J'avais une coque, c'est un bateau de 1928. C'est un vieux modèle. Puis une autre personne m'avait appelé pour demander si je pourrais fabriquer une péniche de pêche vietnamienne pour le film Rue. Moi, j'ai fabriqué le bateau, puis Isabelle a fait toute la finition pour que ça ait l'air vieux. L'église a été vendue à la municipalité. Puis il y avait un coin qu'on ne savait pas quoi faire. Puis les bancs d'église fit vraiment bien là. Ça fait qu'il y a un peu de l'histoire du village puis des gens du village dans notre café. Je considérais notre démarrage d'entreprise du café comme une aventure, oui, une aventure en mer qu'on a pogné une tempête. On n'était pas prêts. Puis avec, tu sais, des fois, ça prend une tempête pour se raligner vers la bonne destination. Puis c'est ce qu'on est en train de faire là. Cameron, il a retrouvé une photo de son arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Qui était en Norvège. Puis le nom du photographe, c'était Séverin. Puis c'était un restaurateur. Yeah. Ça fait que, tu sais, des fois, les histoires qui sont spéciales. On vient de 2 univers complètement différents. Tu sais, moi, la racine, la famille, tout ça, lui, sa famille est en Nouvelle-Zélande. C'est quelqu'un qui a vécu sans trop d'attache et sans trop de sécurité ou enracinement parce que, veux pas, tu lâchais prise pour aller à une autre place. Moi, c'est comme, OK, on bâtit une maison, on bâtit une famille, on bâtit... Mais un apporte beaucoup à l'autre. C'est une belle combinaison des deux qui fait notre force. Quand j'étais enfant, je partais dans un champ derrière chez moi, qui était au-dessus d'une falaise. Puis, il y avait une épinette. C'était une grande épinette, assez grosse. Je montais dans l'arbre. Puis quand j'arrivais presque en haut, j'étais toujours fasciné par le son du vent qui passait à travers les aiguilles de l'épinette. Puis ce souvenir-là, pour moi, il est limpide. Puis je me suis rendu compte au fil du temps que, durant l'été, le son des feuilles dans les arbres, surtout chez les feuillus, change. Une feuille, dans ses débuts, est très, très tendre, très peu cireuse sur sa surface. Puis plus le temps avance, plus la feuille se rigidifie jusqu'à se cloisonner. Puis le vent, le son change, la feuille devient plus rigide. Par exemple, les feuilles des trembles, au printemps, le son est magnifique. Fait que j'ai toujours porté attention à ça. Quand j'étais enfant, je montais dans les épinettes, puis j'écoutais le son, puis je trouvais ça absolument extraordinaire. Mon nom, c'est Jean-François Girard. Je suis arboriculteur élagueur. Je suis aussi consultant en arboriculture. Ma compagnie, c'est Service d'arbres Altis. Puis, j'habite à Saint-Valérien.
Je suis arboriculteur et élagueur depuis 2001. Un peu plus que 25 ans depuis que j'ai commencé à couper mes premières branches. Je pense que c'est ma nature qui m'a poussé à faire ça. J'étais un enfant qui était vraiment intéressé par tout. Mais le fait de grimper, le fait de se dépenser, j'avais énormément d'énergie. Donc pour moi, grimper, monter dans les arbres, déplacer du bois, tout ce qui venait avec ça, l'espèce de côté risque, ça me fascinait complètement. On dirait que c'est plus le métier qui m'a choisi, puis j'ai jamais pensé que je ferais ça toute ma vie, en fait. La plupart du temps, les gens m'appellent parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui grimpe dans l'arbre. Quelqu'un qui va pouvoir, on va dire, soit couper des branches de façon sécuritaire ou abattre un arbre de façon sécuritaire. Si c'est un élagage, je monte dans l'arbre, mais c'est un élagage qui est fait de façon intelligente. C'est toujours dans le but de préserver l'arbre. Les arbres que moi je coupe sont revalorisés. Une journée, on travaillait à sous-contrat pour la ville de Québec. Il y avait énormément de très beaux chênes. Puis je monte dans un chêne qui est immense, un très, très bel arbre. Je monte dans l'arbre, puis je me rends compte que l'arbre est creux quand même. À un moment donné, j'arrive dans le haut de l'arbre, puis l'arbre est fracturé, puis il y a une immense cavité. Puis je me penche, je regarde dans l'arbre, et qu'est-ce que je trouve? Un bâton de golf et une balle de golf. Un arbre englobe les choses. Dans certains cimetières, les arbres englobent les pierres tombales. Si vous avez à la maison un arbre avec une fourche comme ça, mettez une roche ou quelque chose de dur, puis l'arbre va finir par l'englober. Un jour, j'abats un arbre au bois de Coulonges, un beau chêne. Je coupe l'arbre, puis l'arbre à l'intérieur est creux. Comme à mon habitude, je suis très curieux, je regarde toujours la souche, je regarde quand l'arbre est creux, je regarde dans l'arbre. Et dans cet arbre-là, j'ai trouvé un fer à cheval. Probablement que c'était un ancien chemin qui descendait sur le long du fleuve. On était sur le bord de la falaise qui est proche du fleuve Saint-Laurent. Peut-être un cheval qui a perdu son fer, quelqu'un l'a mis dans une fourche. Finalement, l'arbre l'a gobé. L'arbre l'a englobé parce que les arbres englobent les choses. Puis, moi, peut-être 150 ans, 200 ans, 300 ans plus tard, j'ai trouvé le fer à cheval. Un jour, je lisais un livre sur l'arboriculture dans d'autres pays. La femme qui a écrit le livre, elle parlait, puis à un moment donné, elle était en train de parler avec le monsieur qui parlait d'un chêne, puis certaines choses. Puis en se reculant, il l'attrape. Elle allait marcher sur un sapin, une petite pousse de sapin. Puis il l'attrape, puis il l'empêche de reculer. Cette personne-là avait une attention particulière à la génération future, à qu'est-ce qu'on allait laisser pour les autres. Puis pour moi, l'arboriculture, c'est un peu ça. Les gens veulent bien faire. Ils voient que leur arbre a perdu une branche. Ils pensent que l'arbre est dangereux. Ils engagent quelqu'un. La personne leur dit « Ah, ton arbre est fini ». Peut-être, des fois ça arrive, mais il y a des gens systématiquement qui vont dire que l'arbre est à abattre par manque de connaissances, aussi par manque de sensibilité pour les générations futures ou l'environnement, l'esthétisme. Puis quand je dis l'esthétisme, c'est pas juste parce qu'un arbre est beau, c'est parce qu'un arbre a une valeur psychologique. Le vert a une influence sur la psyché des gens. Les arbres ont une influence sur le tempérament. Ça a un tas d'avantages. Donc, si quelqu'un ne considère pas ça puis qu'il s'en fout, bien, c'est bien sûr que sa propension à couper des arbres est infinie. Un arbre qui est bien ancré ou une plante qui est bien ancrée peut donner des fruits. Puis j'ai envie que l'éducation que je fais depuis longtemps porte fruit. On peut couper certains arbres, mais il ne faut pas piétiner sur tout ce qui est autour de nous. Il ne faut pas piétiner la génération d'après.